Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du métier de peintre. Et on me demande souvent, particulièrement des jeunes, comment on peut faire pour vivre de la peinture. Alors, je suis un peu embêté parce que je crois que le contexte actuel a énormément changé. Et l'expérience que j'ai du passé ne peut quasiment plus servir à ce qui se passe aujourd'hui. Dans le passé, il suffisait de faire quelques tableaux, de les exposer dans une MJC, vous en vendiez 10. Ça m'est arrivé, j'ai vendu 2500 tableaux, beaucoup au début. Et maintenant, ça se vend beaucoup moins pour plein de raisons. Il y en a partout, tout le monde peint, etc. Et il y a une espèce de surproduction. Et c'est pas gênant, c'est pas ça le problème. Donc, est-il possible actuellement de vivre de la peinture? Je pense que c'est faisable, mais ça demande une extrême rigueur. Et surtout, il faut s'adapter au nouveau monde tel qu'il s'est organisé, notamment autour des réseaux sociaux, de l'informatique. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer. Pourquoi? Parce que tous les réseaux, c'est comme le Minitel est tombé en obsolescence, mais le mode de fonctionnement de vente dans les galeries, dans les réseaux habituels où on expose, on vend, sont quasiment déglingués parce qu'il n'y a plus de lieu de rendez-vous où les gens viennent, voient les tableaux. Maintenant, on les voit sur Internet, on en voit 10 fois. Par exemple, il y a 20 ans, je donne un seul exemple, il y avait un grand rendez-vous pour les pastellistes en France, c'était Fetia, avec les pastellistes de France, la Société des pastellistes de France. Actuellement, il y a entre 20 et 30 salons équivalents, enfin, pas équivalents parce que c'est quand même un niveau très élevé, je trouve, les pastellistes de France. Mais il y a au moins une trentaine de salons de pastel, ce qui fait qu'il y a une démultiplication qui rend moins intéressante la visite des salons. On voit toujours la même chose, les mêmes gens, les mêmes invités d'honneur, etc. Donc vous voyez, ce qui est bien pour un moment se casse vite la figure et quelques années après. Avant, il fallait 20 ans pour qu'il y ait un changement. Maintenant, c'est tous les 3 ans. Il y a des modes. Une mode marche super bien. Par exemple, il y a 10 ans, il y a eu une période de peintres ethniques. On voyait que des Africaines avec des jarres sur la tête. Maintenant, ça se vend plus du tout. Il y a eu une époque, c'était les champs de Provence, coquelicots ou lavande, etc. Il y a eu les peintres russes, rappelez-vous, il y a 20 ans, ceux qui sont un peu plus âgés. Voilà, donc en fait, la peinture évolue sans arrêt tout le temps en état d'explosion. Donc je ne peux pas dire il faut faire ci ou il faut faire ça. La seule chose que je peux dire, c'est il y a deux éléments qui ne bougent pas. Enfin, il y en a un particulièrement le plus important, c'est l'authenticité. Il faut savoir pourquoi vous peignez. On ne peut pas peindre simplement pour dire il faut que j'ai un avis. Ça n'a pas de sens. Vous peignez parce que c'est votre vie qui est en jeu. C'est une manière d'interroger le monde, la réalité. Et si vous êtes comme ça, vous allez à chaque instant être original. Quoi que vous fassiez, que ce soit une nature morte, un paysage ou tableau surréaliste, peu importe, vous serez original. Et si vous n'êtes pas axé sur cette authenticité, quoi que vous fassiez, vous ne ferez que de l'imitation. Alors, l'originalité est une source précieuse pour l'épanouissement du peintre lui-même. Ça a des effets parce que ça crée des niches autour de cette particularité de ce peintre. S'il en a une, c'est à souhaiter. Mais il y a aussi, comment dire, les peintres qui vont dans des logiques d'imitation et qui peuvent avoir aussi un certain succès. Bien que ceux-ci soient concurrencés, je répète, par des dizaines de milliers de personnes qui peignent en s'inspirant de ce qu'ils voient sur Pratique des Arts, sur Internet, etc. Donc il y a une dilution et une augmentation quantitative qui fait que on ne sait plus trop où on en est. Mais malgré tout, il y a encore, ce qu'on pourrait dire, des peintres décoratifs qu'on voit dans des salons, etc. Bon, dans les galeries un petit peu. Alors on y ajoute des fois une petite notoriété. Donc voilà, bon, c'est une espèce de jeu qui est un peu infantile, mais ça peut encore un petit peu marcher. Mais je le déconseille parce que cette approche décorative est extrêmement frustrante parce que c'est presque comme appliquer les règles du salariat à la peinture. C'est vous allez à l'usine, vous allez à votre atelier pour faire des tableaux qui vous sont demandés, là des verts, là des jaunes, là des plus grands, des plus petits, etc. Je l'ai fait aussi, bien entendu. Mais voilà, le principe, il faut faire gaffe de ne pas être complètement enfermé. Voilà, parce que j'ai connu des peintres qui ont eu un petit succès avec un petit truc, avec des petites couleurs, avec un petit sujet, et qui ont fait ça toute leur vie.
Ça fait pas rêver, non? Voilà. Donc la première étape, c'est ça. Il faut être bien conscient de ça. Soyez galopez sur un cheval dans les embruns le long d'une plage avec le vent dans les cheveux, pour ceux qui en ont. Voilà. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine d'essayer d'être peintre. Voilà, pour commencer, à mon avis. Parce que même si ça marche dans le côté peinture décorative, ce sera extrêmement frustrant. Moi, j'ai beaucoup d'expérience de gens qui ont souffert de ça. Ensuite, il y a l'art contemporain. Alors ça, c'est une voie que je connais peu, finalement. Je peux dire seulement que c'est un art réservé aux milliardaires qui utilisent l'art comme d'autres utilisent des bitcoins. C'est-à-dire c'est des bitcoins à 1 million d'euros, on va dire. Voilà, on ne sait pas trop. Moi, je suis sceptique, donc je préfère ne pas m'exprimer à ce sujet. J'ai mon idée, mais bon, après tout, je suis pour la liberté. Voilà. Donc, comment peut-on faire pour être peintre? Eh bien, à part l'authenticité dont je viens de parler, le deuxième élément, c'est la capacité à mettre en forme. C'est-à-dire qu'il faut travailler, travailler, travailler considérablement la peinture. La technique, pardon. La technique, alors pas toutes les techniques. Je conseille d'ailleurs de ne prendre qu'une ou deux techniques. N'en faites pas, par exemple, si moi je fais par exemple de l'huile et du pastel, j'ai pas envie de faire d'aquarelle, j'ai pas envie de faire vous voyez, de la sculpture, de la gravure, des machins. Je dis pas que c'est pas intéressant, et c'est bien d'en faire un tout petit peu. Par exemple, regardez, de temps en temps on fait une gravure, de temps en temps une sculpture, bon, ça, 2 fois par an, c'est pas un problème. Mais si on veut être bon, il faut se concentrer sur l'essentiel. Parce que déjà, dans une technique telle que la peinture à l'huile, il y a vraiment tellement de choses à expérimenter qu'il faut quand même, à mon avis, pas démultiplier. Donc, ne pas démultiplier les techniques. Ensuite, à l'intérieur des sujets qu'on va faire, il est bon d'avoir une unité avec de la variété. C'est-à-dire, ne peignez pas toujours le même tableau. Il y a aussi, même si vous avez trouvé un truc, ce que je disais avant, ne le démultipliez pas parce qu'il y a le danger d'imiter les autres, mais le pire, c'est de s'imiter soi-même. On est d'accord. Donc, ne vous imitez pas à la folie. Par contre, gardez un fil conducteur. Vous aurez naturellement vos gammes de couleurs, vos sujets, etc. Et à ce moment-là, la peinture devient une source de, de mouvement, de recherche, de bidouillage, mais dans un cadre. Vous ne pouvez pas aller partout, mais vous resserrez, mais malgré tout, vous gardez un certain espace de navigation, de telle sorte que vous puissiez expérimenter, apporter des éléments nouveaux, bidouiller, rechercher. Vous voyez, c'est le côté, oui, recherche expérimentale. Ça, c'est très important, parce que les deux dangers, c'est la dispersion ou alors l'hyperconcentration. Donc, il faut trouver le juste milieu. Ça, c'est un point important. Mais toujours en travaillant, en développant des techniques autour d'éléments simples tels que le bon usage de la peinture, le bon usage du pastel, le bon usage des dessins. Beaucoup dessiner, beaucoup dessiner. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose quand la technique est bonne, d'un certain niveau, je dirais au-dessus de 15-16/20. C'est un minimum pour être professionnel. Ça ne veut rien dire, mais bon, vous avez compris quand même, je pense. À ce moment-là, si ça relie votre authenticité et votre envie de peindre de votre vie intérieure, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, qui crée une espèce de réaction nucléaire qui fait que quelque chose est possible. Voilà. Ceux qui n'ont pas ça ne pourront pas, ceux qui ont un déficit en, en qualité technique et puis qui sont un petit peu, qui ne sont pas portés par une vie intérieure, eh bien, je crains qu'ils ne puissent que faire des petites apparitions pour vendre un tableau par-ci par-là. Hein. Et pour vivre de la peinture, il ne suffit pas de faire une petite apparition et de vivre et de vendre un ou deux tableaux. Il faut avoir une continuité, il faut une régularité. Et justement, dans la vidéo suivante, je vais en parler. C'est pour ça que j'ai préparé ça. En fait, je vais faire dans la foulée une deuxième vidéo plus technique sur comment vivre de la peinture et comment organiser sa structure économique, le rapport au temps, l'apprentissage, comment investir, etc. pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Donc, j'ai dit l'essentiel. J'ai parlé des réseaux sociaux, j'ai parlé du mouvement vers une redistribution complète des règles de la distribution de la peinture, qui est par exemple, qu'on peut se faire connaître. Actuellement, je suis très connu dans certaines zones des États-Unis parce que j'ai des fans, on va dire, de mes chaînes YouTube qui sont intéressés.
J'ai pas mal de Canadiens, j'ai 7-8% de Canadiens. Voilà, bref, c'est assez extraordinaire les réseaux sociaux. Et, et pour ce point de vue, ce point-là, je pense qu'un des meilleurs moyens, c'est de se tourner vers les spécialistes des réseaux sociaux pour qu'ils vous aident. Parce que c'est là que tout va se situer bientôt. Tous les anciens modes vont être obsolètes. Donc c'est un petit peu, c'est en train de vous dire que ce que mon expérience ne vous sert à rien. Sauf peut-être sur la pratique de la peinture. Voilà. Mais enfin, bon, soyons positifs, parce que le fait que les cartes se rebattent comme ça ouvre aussi beaucoup de voies, empêche le côté peinture décorative, petite peinture, imitation, etc. Il y a une espèce de folie, une fantaisie qui permet d'aller loin dans une espèce de saut dans l'inconnu qui est très très intéressant. C'est aussi une préparation peut-être à une autre civilisation artistique, dirons-nous. Voilà, donc je vais passer à la vidéo suivante pour expliquer comment répartir son organisation, enfin comment s'organiser pour pouvoir tenir le coup dans un monde en mouvement tel que celui-ci. Dans le passé, les compagnons du Tour de France disaient qu'il y avait deux éléments importants au métier, qui est la pratique et l'enseignement. Donc là, je viens de parler de la pratique et de l'apprentissage. Maintenant, je vais parler de l'enseignement. Eh bien, l'enseignement, en fait, c'est un élément fondamental sur lequel on peut vraiment, actuellement, peut-être encore plus que la vente des tableaux, ça peut nous permettre de vivre de la peinture. C'est-à-dire que l'enseignement, que ce soit dans le cadre de cours, là je suis dans ma salle de cours ici, ou dans le cadre de stage, permet comment dire, de répondre à des demandes de très très, vous savez, ces dizaines de milliers, voire ces centaines de milliers de personnes qui pratiquent la peinture ont une grosse demande en conseil, en enseignement. Et comme l'État ne la distribue plus maintenant, voilà, bah, tant mieux pour nous d'ailleurs, eh bien, il est tout à fait possible de gagner un peu sa vie avec l'enseignement, ou au moins compléter des ressources, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, même des fois c'est très modeste, ça a été très modeste pour moi pendant très longtemps, mais malgré tout, ça m'a permis de joindre les deux bouts. Donc enseigner, c'est un des éléments les plus importants. Et en plus, quand on enseigne, on apprend énormément, ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Mais en même temps, c'est qui c'est Boileau, ça, je ne sais plus. Mais en même temps, ça permet donc de progresser aussi. Donc on revient, donc il y a une espèce d'unité entre la pratique et l'enseignement, d'autant plus qu'en faisant les deux, on augmente ses chances d'avoir des ressources suffisantes. Voilà, donc stage, cours, bon, et puis par internet ensuite, enfin j'en reparlerai dans la vidéo suivante.